Il y a 10 ans, des trottoirs de San Francisco surgissaient les premiers beatniks. Le nom devenait international avant même celui de Spoutnik. L'agitation beatnik naissait du mouvement beat et se réclamait faussement des poètes beat dont elle tendait à faire oublier l'existence. À San Francisco, 10 ans plus tard, en marge des beatniks, on retrouve quelques poètes beat, et parmi eux, un de la première heure, Lawrence Ferlinghetti. Alors, vous étiez à ce moment-là les poètes beat, mais à quel moment vous a-t-on appliqué le mot beatnik? Injustement. Mais moi, je n'applique pas ce mot à moi, surtout, parce que les poètes beat n'appliquent pas ce mot à eux-mêmes en principe. Ce sont des professeurs, des critiques qui font ça, qui appliquent ces termes. C'est un terme inventé par Herb Caen, qui est un journaliste à San Francisco. Il a dit beatnik, mais ça c'est un terme pour insulter les bohèmes. Dans les hebdomadaires, ils mentaient toujours beaucoup. Ils disent n'importe quoi pour faire ces images de ces poètes. C'est une image populaire, vulgaire. On disait toujours que Ginsberg et Kerouac sont pas propres, très malins, très obscènes, et qu'ils sont pour la plupart illettrés. Et ça, c'est pour rire, parce que ces poètes peuvent parler d'autres langues, par exemple, beaucoup plus que les poètes dans les universités. Beat. Cherchons l'origine du mot. Beat, je ne sais pas exactement où ça a commencé exactement, mais on dit que Kerouac a employé ce mot il y a longtemps dans le sens de béatitude, dans ce sens religieux. Et il y avait toujours un élément religieux dans les beats. Kerouac, par exemple, est un catholique. Et il parle français canadien. Jacques Kerouac, l'auteur du fameux On the Road, était avec Allen Ginsberg, grand prêtre du mouvement beat. Interrogé il y a 5 ans à New York sur l'origine du mot beat, dont on semble lui accorder la paternité, le père avait quelques précisions à donner. Non, j'ai entendu les gars parler. C'était les nègres qui ont commencé ça. Ah ouais? Oui, ce mot-là, ça vient des nègres. Alors c'était avant Kerouac? Ben, certainement. C'est pas moi qui ai commencé tout ça, mais moi j'écris des livres seulement. Mais les journalistes, ils font une grosse histoire à propos de beat. Tu sais? C'est une histoire qu'ils ont inventée. Et les nègres, ils voulaient dire quoi quand tu parlais de beat? Ils voulaient dire qu'ils étaient pauvres, mais joyeux. Pauvre, mais joyeux. Ouais. Un clochard, un hobo, quoi. C'est un beatnik. Oui. Mm-hmm. Alors, ceux qui se tiennent à Greenwich, par exemple, les jeunes, 16, 17, 18 ans. Greenwich Village. Greenwich Village. Et puis qui s'appellent beatnik. We are beatniks. Ils sont joyeux, oui, ils sont pauvres. Mais est-ce que ça répond à la définition que les nègres faisaient du nom? Non, les nègres étaient vraiment beat.
il se couchait dans les subways, subways. Les métros. Les métros. Il dormait toute la nuit dans les métros. Puis il se levait le matin, puis il allait dans la rue, puis... I'm beat, man. Man, I'm beat. Le mouvement beat était de père inconnu ou multiple. Rien d'étonnant à ce qu'il y ait eu un peu de contradiction dans son enfantement et quelques confusions dans sa naissance. Kerouac se récusant, Ferlinghetti acceptera peut-être l'explication de rechange. Par contre, une opinion répandue, c'est que beat veut dire je suis fini, je suis fatigué, je n'en peux plus. Est-ce que ça serait exact? Je m'en fous du monde matériel, du monde militaire, du monde du gouvernement. Je m'en fous du monde des affaires, et des affaires, et des affaires, et des affaires, comme disait Jacques Prévert. On s'en fout de tout ça. Ça va sans dire. San Francisco passe pour la ville la plus intéressante de l'Amérique du Nord, cosmopolite, presque européenne, un port tourné vers l'Orient. De toutes parts, dès le relâchement de la guerre froide, les poètes, les peintres, les musiciens venaient s'installer sur ces collines. Dans les cafés et dans les caves, les poètes lisaient à haute voix ou gueulaient leurs poèmes devant un public trépidant. Mais à la question naturelle, pourquoi au fond le mouvement beat est-il né à San Francisco, Ferlinghetti, toujours poète, mais maintenant libraire et assurant en tant qu'éditeur la continuité du mouvement, a la réponse. Parce que avant l'arrivée de ces poètes dans les 50, San Francisco avait toujours des écrivains anarchistes. Il y avait toujours un sentiment anarchiste suivant de Herbert Reed, par exemple, dans les 40, des poètes ici comme Kenneth Rexroth étaient toujours contre le gouvernement, contre l'État, contre la guerre, et pour l'homme et pour l'humanité. Et comme ça, c'était une terre très fertile pour les idées beat qui étaient très sympathiques à tout ça. Avec la disparition des séances de poésie orale, c'est le jazz, les chansonniers et parfois le théâtre qui priment. Mais le mouvement beat, à sa deuxième génération, se nourrit encore de littérature. Parce que nous publions beaucoup plus actuellement qu'avant. Des livres de poésie, mais pas seulement de poésie, des romans, des contes, des films. Même si les poètes sont maintenant dispersés à travers le monde, les poètes beat, est-ce qu'on peut dire que San Francisco demeure une sorte de centre des beats? Oui, mais ça change beaucoup maintenant, parce que les poètes qui restent et les jeunes poètes qui viennent d'arriver sont beaucoup plus engagés. Et maintenant, à San Francisco, il y a tellement d'agitation, tellement d'action sur les droits civils. Est-ce que cet engagement social et politique de tous ces jeunes se reflète dans les œuvres des poètes beat de cette génération? Pas beaucoup. Vraiment, il a une tendance de se retirer dans ses œuvres, mais les œuvres sont très, très humanitaires. C'est une poésie humanitarienne au point de vue toujours contre la guerre atomique, toujours pour l'homme, toujours contre l'État. Et les poètes et les peintres actuellement qui créent à San Francisco sont plutôt individualistes. Ils préfèrent travailler seuls ou ils sentent-ils le besoin d'avoir des gens autour d'eux? Ils préfèrent rester seuls, je crois. Il n'y a pas beaucoup de séances de poésie actuellement. Les poètes restent chez eux et... Travaillent sérieusement, quoi. On dit, oui. Mais on fume du marijuana aussi. On ne travaille pas tout le temps.
Mais tous ces cafés, ces clubs de nuit, enfin autour dessus, ces petits clubs, ça réunit ce que vous appelez encore des beatniks. Je fais là encore. Ah oui, oui. Qui ne font oui, rien. Dans ce quartier, il y a tellement de cafés de beatniks, oui. Qui ne font rien. Ce sont des clochards des clochards des arts. De gros livres ont été écrits sur le phénomène beatnik qu'on peut associer à la bohème du siècle dernier ou au remous existentialiste de l'après-guerre. Les beatniks, en révolte confuse contre la société, contre l'ordre établi, optaient pour la vie sans normes et sans espoir. On remplaçait les cocktails par le café espresso et la marijuana. On opposait au visage bien rasé et aux têtes bien coiffées la barbe ou la queue de cheval. Quel que soit leur sexe, les beatniks dédaignaient les complets et les robes pour adopter le chandail, les jeans et les sandales. Ils revêtaient l'uniforme du non-conformisme, créant un nouveau conformisme. À force de ne pas se vouloir pareil à ceux qu'ils méprisaient, ils finissaient par devenir pareils les uns aux autres. Une société à part, avec ses règles, son code et son langage, qui après avoir bouleversé l'Amérique allait se trouver des imitateurs dans le monde entier.